Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qui va revenir sur les États-Unis. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la playlist. Aujourd'hui, je vais vous parler des Américains. Alors, qu'est-ce qu'un Américain? Un Américain, c'est évidemment le blanc. Le blanc qui est l'héritier, pas seulement de l'invasion migratoire qui s'est étendue sur plusieurs siècles. En grande majorité, les Américains aujourd'hui blancs sont souvent des descendants des vagues migratoires qui ont été les plus importantes au 19e et 20e siècle. Ce sont des gens qui sont avec des racines allemandes, italiennes, françaises pour certains, britanniques, irlandaises, russes, polonaises, hongroises, bulgares, grecques, espagnoles, portugaises. Même si pour les Espagnols, évidemment, c'est toutes les conquêtes hispaniques du continent américain, où là, évidemment, vous avez une forte représentation, quoique je vais y revenir. Ensuite, vous avez les Afro-Américains. Alors, en chiffres, les Blancs, d'une manière générale, représentent à peu près, je crois, 72% de la population américaine. Pour ce qui concerne les Afro-Américains, ils représentent 8%, ou un petit peu plus maintenant. Évidemment, dans les Afro-Américains, il y a deux catégories. Vous avez les Afro-Américains qui sont les descendants d'esclaves, et vous avez les Afro-Américains qui, eux, sont issus de vagues d'émigration, essentiellement soit des pays africains, mais pour beaucoup, des Antilles, ou voire même de pays qui ont pratiqué l'esclavage noir, négrière, de certains pays hispaniques. D'où la raison pour laquelle, quand il y a eu les événements BLM, beaucoup d'Afro-Américains ont été, en désaccord avec certains Afro-Américains qui se sont autoproclamés victimaires de l'esclavage, alors qu'en réalité, eux-mêmes ne sont absolument pas concernés du fait qu'ils sont issus de vagues migratoires contemporaines. Alors peut-être que pour certains d'entre eux, dont les parents ou les grands-parents, surtout les grands-parents, ont pu immigrer aux États-Unis, ils ont pu connaître éventuellement la ségrégation dans certains États, et pas l'esclavage. Ensuite, vous avez, et là non des moindres, les populations d'origine hispanique. Mais quand je dis hispanique, c'est évidemment issu des pays d'Amérique latine. Eux commencent à prendre une proportion non négligeable dans la population américaine, puisqu'ils représentent, je crois, 13%, 13 ou 14% de la population américaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la communauté hispanique est plus importante que la communauté noire américaine. Ensuite, vous avez les Chinois. Les Chinois sont beaucoup plus importants que les Japonais aujourd'hui aux États-Unis. Et ensuite, vous avez la dernière vague d'immigration importante que les États-Unis ont connue, qui viennent d'Inde et du Pakistan. Après, évidemment, vous avez eu aussi des vagues d'immigration, mais elles sont extrêmement minoritaires de la part de Russes qui ont échappé à l'Union soviétique. Vous avez évidemment certains pays d'Asie du Sud-Est, comme les Vietnamiens, par exemple. Vous avez pas mal de Vietnamiens également aux États-Unis, mais leur proportion dans la population américaine reste relativement faible. Sachant que pour certains d'entre eux, ils se considèrent comme américains. D'où la raison de ce terme de melting pot. Le melting pot américain est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez croiser des gens qui, morphologiquement, sont très clairement appartenant à une racine, à un héritage, à une sorte d'ethnie. Mais, même s'ils ne renient pas leurs origines, ils se considèrent avant tout comme américains. Ce qui est intéressant, c'est que
on a pu constater aussi, du fait de la déliquescence politique, sociale, économique, vous avez en effet des Américains qui tout d'un coup se sont sentis vouloir revenir à leurs racines. Et un certain nombre d'entre eux qui étaient là sur 2, 3 ou 4 générations, eh bien, ont décidé de quitter les États-Unis pour retourner dans leur pays d'origine, ou tout du moins de l'origine de leurs racines, de l'origine de leur famille. Et là encore, ça reste pour l'instant très marginal. Donc chez les Blancs, vous avez majoritairement des Blancs qui sont issus des pays anglo-saxons. D'où la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, la langue pratiquée aux États-Unis est l'anglais, ou tout du moins un anglais qu'on appelle aujourd'hui anglais américain. Parce que oui, il y a quelques différences par rapport à l'anglais britannique. Ces Américains, certains se considèrent comme profondément américains, peuvent avoir une curiosité de leurs origines, mais à la limite, ils s'en foutent. Alors que d'autres aujourd'hui, se posent la question, sont intéressés, sont curieux de savoir d'où ils viennent. D'où la raison d'ailleurs pour laquelle, aux États-Unis, le marché, vous savez, de ces sociétés qui vont essayer de rechercher dans votre ADN vos origines, eh bien, ce business fonctionne très très bien en ce moment aux États-Unis. Parce que de plus en plus d'Américains essayent, du fait, comme je vous le dis, de la déliquescence des États-Unis, du fait que de plus en plus d'Américains se rendent compte que leur pays est en déclin, eh bien, essaient de se rapprocher finalement de leurs origines. C'est pour cette raison d'ailleurs que de plus en plus aujourd'hui, ces fameux quartiers, vous en avez entendu parler, vous avez Chinatown, vous avez Little Italy, vous avez Little Odessa, qui sont des quartiers communautaires. Aujourd'hui, ces quartiers communautaires ont repris depuis une vingtaine d'années beaucoup d'importance. Parce que de par le biais de ces quartiers, eh bien, un grand nombre d'Américains retrouvent leurs origines, retrouvent leurs racines. L'influence culturelle, elle est aussi parfois un peu présente, même si, encore une fois, on ne trouvera pas, je dirais, l'authenticité de ce que l'on peut retrouver dans les pays d'origine. Je vous prends juste un exemple. Vous avez, par exemple, beaucoup de Grecs qui ont réussi à développer beaucoup de business dans la restauration. Sauf que quand vous allez dans les restaurants, soi-disant, de culture ou de cuisine grecque, vous ne retrouvez pas forcément la cuisine grecque. Tout comme d'ailleurs les pizzerias. Je peux vous dire que les pizzerias qui vous servent des véritables pizzas italiennes, elles sont rares. Ou alors, elles sont très chères. Ce sont des restaurants qui ne sont pas du tout bon marché. Tout le reste, qui ont des origines culturelles, culinaires, sont généralement industrialisés et de fait, ça n'a strictement plus rien à voir avec la nourriture d'origine, la culture culinaire d'origine. Ensuite, vous avez la considération politique. Alors c'est là que ça commence à poser problème. Parce que vous le savez, vous l'avez entendu parler, les Américains aujourd'hui sont considérés comme un peuple fracturé, et non des moindres. Cette fracture, elle est souvent à l'origine de l'issue sociale, ou de l'ascension sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une population plutôt classe moyenne basse, ouvrière, besogneuse, va avoir de plus en plus tendance aujourd'hui à plutôt s'orienter vers du conservatisme. C'est dans cette population qu'on trouve majoritairement une population qui vote Donald Trump. Dans la classe moyenne, donc la classe la plus large, là c'est un peu partagé. Qu'est-ce qui partage en fait le fait que ces Américains peuvent voter démocrate ou républicain? Eh bien c'est la religion. Et la religion, dans la société américaine, sur certains États, sur certaines régions, est très importante. La preuve en est, c'est que par exemple les États du Sud sont profondément ancrés dans la religion chrétienne. Alors par différents courants, on est d'accord. Mais politiquement, ça joue énormément. Ça joue d'autant plus que sur certains sujets, évidemment, il y a aussi cette caractéristique
de la société américaine, ou tout du moins de la culture américaine, c'est la culture de l'excès. C'est-à-dire, je vous l'avais déjà expliqué, c'est une population qui très souvent va dans les excès. C'est une population qui très rarement essaie de se trouver un juste milieu, une certaine objectivité. Et de fait, de cette culture des deux extrêmes, eh bien fatalement, le peuple américain est sujet à la manipulation. On l'a vu avec la période post-11 septembre. Beaucoup de jeunes Américains se sont sentis pousser un élan patriotique pour aller s'engager et faire croisade pour leur pays, pour la liberté, pour la démocratie. Sauf que je peux vous garantir une chose, c'est qu'au plus de 90% d'entre eux, quand ils sont venus au pays, ils ont vu les choses complètement différemment. Et d'ailleurs, dans l'électorat Donald Trump, beaucoup sont des vétérans et même des militaires de l'actif. Du fait de cette petite prise de conscience par rapport au fait que les politiciens, qu'ils soient tant démocrates que républicains, au fil des décennies, en réalité se sont foutus de leur gueule, eh bien, beaucoup d'entre eux se sont orientés vers Donald Trump. Donald Trump qui n'est pas un politicien, qui n'a aucune carrière politique, qui n'a jamais été élu. Mais voilà, les Américains se sont dit, pourquoi pas? Essayons Donald Trump. Même si malheureusement, peut-être que Donald Trump n'est pas ou n'était pas le candidat idéal. Mais il se trouve qu'avec la tchatche qu'il a, avec le culot qu'il a, finalement, il a réussi ce qu'il voulait. Et peut-être qu'il va réussir aussi à reprendre la Maison-Blanche au mois de novembre. Mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, socialement. Alors, oui, il y a un avantage avec les Américains, c'est que les Américains sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus communicants. En revanche, contrairement aux Français, les Américains, ne croyez pas que vous allez en faire des amis. Alors attention, quand je dis ça, je ne veux pas faire de généralité. Oui, évidemment, dans certains endroits, vous trouverez des Américains qui seront véritablement des amis, qui se comporteront comme des amis, en qui vous pourrez avoir confiance. Et comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur les rednecks, le redneck est ce qu'il est, mais parmi les rednecks, vous avez également une diversité d'individus qui sont cultivés et qui sont aussi très sympathiques. Ils savent qu'ils font partie, ils savent qu'ils cultivent cet aspect redneck, mais ils n'en sont pas moins des gens agréables. Pour certains d'entre eux. Eh bien, globalement dans la société américaine, force est de constater que majoritairement vous trouverez des gens qui sont fort sympathiques, qui peuvent être chaleureux, mais en qui vous ne devez pas avoir confiance. C'est encore plus vrai suivant les endroits où vous êtes aux États-Unis. Vous aurez peut-être plus confiance envers des gens qui habitent le nord-est, le nord, même si ça reste très subjectif et que finalement vous pourrez éventuellement vous rendre compte que ces Américains sont beaucoup plus individualistes que les Américains du Sud. Les Américains du Sud vont être beaucoup plus ouverts, beaucoup plus collectifs, beaucoup plus solidaires. Mais par contre, attention, les sudistes vont avoir cette fâcheuse tendance à toujours trop positiver les choses. Ça rejoint ce que je vous disais sur le fait qu'ils étaient toujours un petit peu dans les extrêmes. Et moi, personnellement, j'ai toujours eu du mal à m'adapter au fait de gens qui allaient vous dire « Ah, c'est super, vous avez été génial et tout », alors qu'en réalité, c'est pas du tout ce qu'ils pensent. Vous savez, c'est un peu cette politesse hypocrite qui est très accentuée dans les Américains sudistes, ou tout du moins dans les États du Sud. Moi, je suis allé dans le Michigan, je trouve que dans le Michigan, les Américains sont beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus réalistes, moins religieux, comme la Californie. La Californie est toujours un État très attirant parce que c'est un État évidemment progressiste et où on y trouve des Américains beaucoup plus cultivés, beaucoup plus réalistes, même s'ils n'en échappent pas parfois aussi toujours aux extrêmes. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le peuple américain. Ce melting pot qui fait que
La diversité, eh bien, elle est omniprésente partout. Elle est présente aujourd'hui dans le cinéma, dans la télévision, même dans la publicité. Dans la publicité, aujourd'hui, elle est très inclusive. Elle va même jusqu'à faire des publicités spécialement pour les communautés. Vous avez des publicités pour les gays, pour les lesbiennes, vous avez des publicités pour les trans, vous avez des... Donc, aujourd'hui, c'est devenu naturel. Alors, évidemment, selon les États, parfois, c'est un petit peu de mal à passer. Mais la tolérance, elle est en progression. Sauf évidemment quand vous avez des décisions politiques progressistes qui, eux, veulent forcer le trait, veulent accélérer le mouvement et voire légiférer. C'est le problème des wokistes aujourd'hui dans les universités. Les wokistes, comme les BLM, ont voulu durcir des mouvements de défense de minorités, de diversité, si bien que vis-à-vis, voire même au sein même des communautés concernées, ça n'est pas passé. Je rappelle que chez les Américains, surtout chez les Afro-Américains, euh, vous avez quand même une grosse proportion d'Afro-Américains qui sont religieux, qui vont à la messe. Oui, désolé, mon téléphone a eu un petit problème de température, mais ceci dit, ça me permet de terminer la vidéo dans un décor que vous connaissez, que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, puisque en règle générale, je fais toujours mes vidéos maintenant dans la voiture. Oui, je disais que chez les Afro-Américains, la religion est très importante. Or, qu'est-ce qui a fait la dissension et la chute finalement de BLM? C'est tout simplement le fait que BLM possédait certains secteurs, ou même l'une des fondatrices l'avait très clairement annoncé, de par leurs idéologies influencées par les idéologies marxistes, étaient anticléricales. Donc là, forcément, ça ne peut pas coller. Vous ne pouvez pas joindre une solidarité avec des antagonismes. C'est pas possible. Et enfin, je vais terminer par l'idée de grand remplacement. Parce que oui, vous allez me dire, oui, mais Ray, tu as oublié quand même une partie de la population américaine, une représentation de la population américaine. Non, j'ai pas oublié. Je veux parler évidemment des natifs, ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique. Eh bien oui, malheureusement, eux, aujourd'hui, c'est une population extrêmement minoritaire. Je vous avais déjà expliqué dans une vidéo que j'ai travaillé avec un collègue qui, lui, était d'origine comanche, mais ne se considérait plus et voulait s'éloigner de ses origines et voulait être considéré comme un Américain à 100%. C'est-à-dire qu'il limite, il reniait plus ou moins ses origines. Et c'est la petite mort finalement. C'est la petite mort de cette civilisation de natives, qui, je le rappelle, aujourd'hui représente quasiment plus grand-chose à l'échelle de la population américaine. Mais tous ceux qui disent que le grand remplacement n'existe pas, eh bien, je vous donne tout simplement cet élément. Regardez les natives d'Amérique. Tout comme d'ailleurs on peut aussi assimiler le destin des natives du Canada, ou des natives de Colombie, du Pérou. Ils se font remplacer. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, il y a un État aux États-Unis où la représentation, par exemple, hispanique, c'est-à-dire des gens qui sont américains ou étrangers en situation régulière, qui parlent espagnol et qui ont des origines hispaniques, eh bien le Nouveau-Mexique est l'État aujourd'hui où la population du Nouveau-Mexique est majoritairement hispanique. Et il y a quasiment aujourd'hui beaucoup d'États, et les États du Sud sont aussi concernés, où vous avez de plus en plus de gens qui parlent espagnol. Et même des fois, je vous l'avais expliqué, j'ai travaillé avec deux Mexicains et une Colombienne, non, hondurienne, pardon, qui parlaient quasiment pas l'anglais, parlaient que l'espagnol. D'où la raison pour laquelle aux États-Unis, quasiment tous les documents aujourd'hui officiels, qu'ils soient d'État ou fédéraux, vous pouvez les trouver en anglais et en espagnol. Quasiment partout aux États-Unis maintenant, il y a une offre d'espagnol, administrative, publique. Même chez les policiers aujourd'hui se doivent d'avoir au moins minimum un ou deux officiers qui parlent
espagnole. Mais malgré ça, alors je reviens sur les natives, alors je ne vais pas refaire l'historique, hein, je pense que vous êtes au courant de ce qui s'est passé durant les siècles, où les Américains blancs ont littéralement génocidé, déplacé, parqué les natifs américains. Alors évidemment, c'était une autre époque. C'était une époque avec des idées, avec des concepts sociétaux, politiques, idéologiques qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais l'idée de grand remplacement, eh bien vous en avez un très bel exemple aux États-Unis et dans d'autres pays d'Amérique latine. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le peuple américain. Alors évidemment, le peuple américain, aujourd'hui, il est aussi victime d'une autre politique qui s'est installée dans les années 50, qui a été accentuée dans les années 50. C'est la politique de l'isolationnisme. L'isolationnisme, c'est-à-dire qu'on essaie de focaliser l'attention d'une population uniquement sur son propre pays. Alors, encore une fois de plus, je ne fais pas de généralité. Il y a des Américains qui sont curieux de ce qui se passe ailleurs. Parfois, même certains Américains voyagent à l'étranger. Mais ils sont rares. On estime qu'un Américain sur 5 aura au moins une fois dans sa vie voyagé en dehors du territoire américain. Et ça inclut que des Américains qui vont aller dans des pays d'Amérique latine, mais qui n'iront pas ailleurs, qui ne traverseront jamais de leur vie un océan, pour aller en Asie, ou en Europe, ou en Afrique, etc. D'où la raison qui est assez particulière, où vous avez beaucoup d'Américains qui, dans les conversations, ont souvent un esprit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus réaliste. Et très souvent, on se rend compte que parce que c'est des Américains qui ont voyagé dans des pays étrangers, voire même certains qui ont passé parfois quelques années dans des pays étrangers, en dehors du continent américain, et qui ont donc cette capacité d'avoir un comparatif par rapport à la société américaine et ce qui se passe dans les autres pays. Très souvent, d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est tous les Américains qui vont en France, quand ils vont dans des restaurants français, tout d'un coup ils découvrent que finalement, bah oui, aux États-Unis, tu bouffes de la merde. Enfin, la nourriture accessible, c'est que de la nourriture industrielle. Beaucoup de chaînes de restaurants nationales, en réalité, ne font quasiment pas de transformation. Ce n'est que de l'assemblage de bouffe industrielle. Si vous voulez manger très bien dans un restaurant, oui, vous pouvez. Mais c'est pas le même prix. C'est beaucoup plus cher. Et donc quand ils reviennent, évidemment, quand ils reviennent dans leur pays, ils se rendent compte que peut-être que l'histoire américaine, 200 ans, c'est peut-être pas encore assez pour évoluer dans le bon sens. Que finalement, ils trouvent parfois beaucoup d'avantages, qu'ils trouvent des choses très positives dans des cultures européennes ou asiatiques, qui ont parfois plus de 1000 ans d'histoire, et qui se rendent compte qu'aux États-Unis, peut-être que cette jeune nation, oui, elle a encore beaucoup de choses à apprendre. Et je dirais même qu'au niveau du peuple américain, elle a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de démons à combattre. Et aujourd'hui, l'un des principaux démons de la société américaine, c'est évidemment la religion. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le peuple américain. Alors évidemment, j'ai dû oublier certains petits détails. Je rappelle que si vous avez été à New York, par exemple, vous n'avez pas été aux États-Unis, parce que vous avez été à New York. C'est comme les Américains quand ils disent « oui, je suis allé à Paris ». Ils disent « non, vous n'êtes pas allé en France, vous êtes allé à Paris ». La France, il faut se déplacer, il faut aller en province, il faut aller dans les grandes villes, les petites villes, les moyennes villes, les villages. Il faut aller dans la ruralité. Et bien aux États-Unis, c'est pareil. Il faut aller dans la profondeur des campagnes. Il faut aller dans la profondeur des Appalaches. Il faut aller dans la profondeur du Middle West. Il faut aller dans la profondeur du Sud. Et là, vous pourrez prétendre vraiment voir ce qu'est les États-Unis. Et vous y verrez certainement des choses que vous ignoriez totalement sur ce pays. Si vous avez des questions, si vous avez un sujet sur les États-Unis, n'hésitez pas, laissez-le en
commentaire. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, évidemment, portez-vous bien et soyez prudents.